l'un des jeunes hommes du groupe aperçut au loin une chose singulière qui capta aussitôt son attention. Armé comme à son habitude, son arc solidement accroché dans son dos, sa hachette pendant à sa ceinture et sa lance fermement tenue dans sa main droite, il s'approcha prudemment. Devant lui se dressait une étrange plante, semblable à une multitude de petites jarres végétales, hautes d'une dizaine de centimètres. Intrigué, il se pencha et observa leur intérieur. Un liquide rougeâtre en remplissait environ un tiers, épais et luisant, semblable à du miel, dans lequel auraient été versées quelques gouttes de sang. La curiosité le poussa à s'approcher davantage afin d'en capter l'odeur. Un parfum envoûtant s'en dégageait, d'une richesse exquise, qui éveilla en lui un souvenir lointain, celui du festin préparé par sa grand-mère il y a quelques mois, lorsqu'elle avait mijoté pour le chef du village une viande tendre nappée d'un miel doré et parfumé aux herbes des champs. L'arôme seul suffit à faire frémir ses papilles. Oubliant toute prudence, il plongea un doigt dans la substance et le porta immédiatement à sa bouche. Ce fut une révélation. Une explosion de saveurs inédites l'envahit, à la fois sucrée, fruitée et d'une complexité inconnue. Chaque note semblait danser sur sa langue, bang, éveillant un plaisir si intense qu'il en oublia tout ce qui l'entourait. Mais sa félicité fut brusquement interrompue par un coup de bâton sec et précis à l'arrière du crâne. Pas assez violent pour causer une réelle douleur, mais suffisamment marqué pour lui arracher une grimace et l'obliger à se frotter la tête, où une bosse ne tarderait pas à se former. Surpris, il se retourna vivement et croisa le regard sévère d'un ancien du village. Un homme qu'il connaissait bien, l'homme esquissa un sourire mêlé de préoccupation et d'agacement. « Nélec !» s'exclama-t-il d'une voix forte. « Utilise un peu ta tête, bon sang! Est-ce que tu sais ce que c'est ?» À cette question qui n'appelait aucune réponse, Nélec répondit tout de même, maladroitement. « c'est bon, en tout cas ?» Il semblait éviter d'admettre la naïveté de son geste. Le regard de l'ancien se fit plus sévère, et il continua, une pointe de reproche dans la voix. « Mon cousin, à 3 ans, trouvait aussi un grand plaisir à goûter tout ce qui passait sous son nez. Mais je n'ai pas besoin de te rappeler comment ça a fini. » Il marqua une pause avant d'ajouter, d'un ton plus ferme, « Toi, tu n'as pas 3 printemps. Tu es presque un homme, alors essaie au moins de te comporter comme tel. Tant qu'on ne sait rien de cet endroit, il est hors de question de manger ce que l'on ne connaît pas. Priorité aux animaux et aux fruits connus, ce sera toujours moins risqué que ces plantes. Et pour l'instant, ta bouche, tu la fermes, que ce soit pour manger ou pour sortir d'autres répliques brillantes. » Nélec regagna son groupe tandis que le vieillard, semblant pris d'une soudaine contemplation, s'arrêta pour scruter longuement les environs. L'immensité de la forêt, vibrante de vie, l'enveloppait d'une beauté saisissante. Un tel panorama, d'une richesse sensorielle inouïe, il n'avait jamais pu contempler une telle chose de toute sa longue existence. Pourtant, malgré son admiration, une prudence silencieuse habitait son regard. S'il était parvenu à cet âge avancé, avec les rides du temps creusant son visage et la sagesse gravée dans ses yeux, c'était précisément parce qu'il avait appris à écouter la voix de son instinct, à évaluer les situations avec une clairvoyance forgée par des années de survie. En cet instant précis, son instinct lui soufflait avec force de se méfier des nouveautés qui se présentaient à eux, qu'elles fussent végétales ou inconnues. Il s'agissait d'une sagesse qui n'avait rien d'artificiel, mais qui était profondément inscrite dans les gènes même de tous les êtres vivants, façonnée par des milliers de générations de sélection naturelle. Un savoir ancestral qui disait, sans équivoque, que la nouveauté pouvait être aussi bénéfique que dangereuse. Et dans l'incertitude, il valait mieux se replier sur ce que l'on connaissait, sur les voies éprouvées par le temps. C'était là, dans la simplicité de ce principe, que résidait toute la profondeur de sa sagesse. Pendant ce temps, sur le plateau, les tribus qui envisageaient d'établir un campement, ne serait-ce que temporairement, étaient confrontées à une étrange variété de cactacées qui leur semblait familière. Ces plantes, rappelant les figuiers de barbarie des terres arides méditerranéennes, portaient des fruits en abondance. Les habitants du plateau, qui n'avaient pas encore eu l'occasion de découvrir la forêt luxuriante et ses mystères, ne se doutaient pas qu'ils se trouvaient dans un environnement véritablement inédit.
Confiants dans leur connaissance des plantes locales, ils se précipitèrent sur les fruits des cactus sans la moindre hésitation, ignorant qu'ils se tenaient à la frontière d'un territoire étranger. Mais leur choix se révéla bénéfique, car après avoir consommé ces fruits charnus et juteux, aucun d'eux ne subit de désagrément. L'innocence de leur geste n'était pas punie, et rien ne vint troubler leur dégustation, du moins pour l'heure. Un peu plus loin, plusieurs autres tribus avaient choisi de passer la nuit à l'abri des reliefs du plateau, s'installant dans des grottes ou derrière des formations rocheuses protectrices. Parmi elles se trouvait la plus petite tribu invoquée, composée de seulement 11 individus. Un voile de mystère planait sur leur groupe, car 5 d'entre eux étaient apparus avec des blessures inexplicables, des entailles profondes et des plaies plus graves, qui ne pouvaient avoir été causées par la chute ayant marqué leur arrivée en ce monde. Un bras manquait même à l'un d'eux, mais son moignon cicatrisé témoignait d'une amputation ancienne plutôt que d'une blessure récente. Une femme portait des marques évoquant des perforations dans le flanc, comme si une lance l'avait transpercé, tandis qu'un autre homme arborait des cicatrices étranges formant des motifs énigmatiques sur sa peau. Parmi ces 5 individus marqués par d'anciennes blessures, on comptait 3 hommes et 2 femmes. L'une d'elles, celle indemne des lésions sur le flanc, se nommait Zora. Jeune femme d'un peu plus de 20 ans, elle n'avait pas échappé aux stigmates du passé, car il lui manquait un doigt. La cicatrice, bien que partiellement refermée, témoignait d'une mutilation relativement récente, sans être encore fraîche. Les 6 autres membres de la tribu, en revanche, ne présentaient aucune de ces traces étranges. Ils étaient apparus tels quels, sans blessure, dans l'état exact où ils se trouvaient avant leur disparition. Mais ce qui les troublait davantage encore, c'était leur nombre réduit, 11 seulement, alors que leur tribu comptait originellement une 50aine d'individus. Où étaient passés leurs proches? Ils l'ignoraient encore, mais ils n'étaient pas les seuls à ne pas être apparus au complet. Rassemblés dans une petite grotte à l'entrée discrète, ils prenaient le temps de réfléchir, tentant d'analyser la situation. Ils avaient passé de longues heures sur le plateau à chercher les leurs, mais aucune trace du reste de la tribu. Peu à peu, une certitude s'imposait. Ils allaient devoir se débrouiller seuls, s'organiser pour survivre et surtout quitter ce plateau. Rester ici, c'était s'exposer aux dangers imprévisibles de cet endroit inconnu, ainsi qu'à la menace potentielle des autres tribus.